Bonjour, je fais aujourd'hui cette nouvelle piste son avec ce visuel que vous verrez et cette mise en vidéo que vous verrez aussi bientôt sur ma chaîne YouTube consacrée aussi à la littérature, notamment orale, comme ce que je vais essayer là de faire. Eh bien, en fait, je viens de vérifier, après avoir posté sur ma page Facebook personnelle, c'est-à-dire c'est la page Facebook qui me permet également de bien rire, bien rigoler de temps en temps. Enfin voilà, parce qu'en fait, nos activités professionnelles sont quand même si elles sont dans le champ du divertissement et de la culture, quand même sérieuses et à prendre au sérieux. Mais une page personnelle permet aussi notamment d'avoir quelques contacts personnels, même si ce n'est pas forcément toujours le lieu propre à ça, vraiment en toute adéquation, mais c'est quand même une page où on peut se laisser aller à rigoler un petit peu. Et j'ai posté aujourd'hui un extrait du jeu qui avait lieu dans les années... alors c'est quelles années ça? Je ne sais même pas, j'ai pas tout regardé, faudrait que je regarde. Enfin, vous pourrez regarder par vous-même aussi. Les années de mon enfance en tout cas, parce que moi je regardais un petit peu avec ma sœur, nous regardions un petit peu cette émission le samedi après-midi. L'émission durait plus ou moins tout le samedi après-midi, mais nous regardions notamment les jeux qui jalonnaient cette émission. Et il y avait par exemple le kaléidoscope, le fameux kaléidoscope, où les gens devaient deviner quelle photo, enfin qu'est-ce qui était représenté par la photo qui était mise en kaléidoscope à l'image. Et il y avait d'autres jeux possibles également, comme l'énigme ou des choses comme ça. Voilà. Eh bien en fait, j'ai remis j'ai reposté là à l'instant cette vidéo de l'INA, de toute façon, de l'Institut National de l'Audiovisuel, montrant cet extrait de ce jeu avec Denise Fabrice et non pas Fabrice, attendez, à la télé il y avait Fabrice, un humoriste qui s'appelait Fabrice et un humoriste présentateur qui s'appelait éventuellement également Fabrice, mais je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Il a aussi présenté plus tard dans ma jeunesse les matinées, les toutes matinées, là, les matinées de bonne heure quand on se lève pour aller au collège ou au lycée, de France Inter, et je ne sais plus comment il s'appelait. Enfin bon, c'était également un humoriste. Et il y avait le troisième personnage, Garcimore, un magicien au fort accent espagnol, sans doute espagnol d'origine, et voilà, qui était absolument génial. Voilà, pour les enfants, c'était absolument génial. Voilà. Et alors là, je viens de voir que Denise Femme avait tout au long de ce jeu, sur ses genoux, un petit chien blanc. Voilà, bon. Et en fait, ce kaléidoscope là, ce jeu, vraiment fait rire Denise Femme notamment, et c'est un plaisir, ben, c'est vrai, de la voir rire, comme je suppose nous devions rire, mais je pense que nous pouvons même rire davantage de cette émission Le Kaléidoscope là, maintenant que nous sommes adultes, parce qu'à l'époque, il y avait sans doute de l'humour qui nous échappait, hein, à l'époque quand nous étions enfants à regarder ça. En plus, nous n'étions pas conscients peut-être de plein de choses qui entrent en jeu dans ce genre d'émission, comme les jeux de mots sur les noms de famille, etc. Sur les villes dont proviennent les appels, enfin voilà, des choses comme ça que les présentateurs de télévision aiment, dont ils aiment faire matière à humour. Et c'est intéressant, c'est très intéressant de redécouvrir ça plus tard. Mais en fait, je voulais aujourd'hui surtout vous parler d'un souvenir qui est un souvenir pour moi de Paris, un souvenir parisien des années où j'habitais Paris. Parce qu'en fait, après, là, vous voyez, sur les réseaux, sur cette plateforme, où il y a cette vidéo du kaléidoscope par Denise Fabre et ses compères, mais en fait, il y avait aussi un lien pour aller vers la page de Pierre Desproges,
la page INA également de Pierre Desproges, où il y a notamment, si vous vous en rappelez, de ces années-là où il était vivant et où il travaillait, il y avait à l'antenne quelque chose qui s'appelait comme... Ah oui, la minute nécessaire de Monsieur Cyclopède. La minute nécessaire de Monsieur Cyclopède, c'était une émission courte, filmée, avec l'humour de Pierre Desproges. Alors peut-être que je vous engage à aller regarder par vous-même. Pierre Desproges a ensuite fait plein de choses dans les médias et également à la radio. Et en fait, ça m'a rappelé ce souvenir où je suis allé voir, moi, habitant Paris en 1996-1998, ces 2 années, 1996-97 et 97-98, alors que j'étais étudiant à Paris, et bien en fait, je suis allé voir, moi aussi, comme un certain nombre d'entre nous, quand c'est possible, le Père-Lachaise. Donc j'ai fait comme je faisais toujours, j'ai localisé sur le plan de Paris que j'avais le Père-Lachaise, et ensuite j'ai cherché quel métro desservait le Père-Lachaise. J'y suis allé. Je l'ai trouvé. Alors il est assez imposant par l'aspect extérieur qu'il présente. C'est bizarre. Je dirais même qu'il y a quelque chose qui me rappelle un autre bâtiment de Paris, dans le Père-Lachaise. Vous voyez l'enceinte qui entoure le Père-Lachaise, qui est assez imposante, assez longue, large, imposante, me rappelle d'une certaine façon une autre enceinte longue, large, imposante et même un peu haute. C'est l'enceinte de la prison de la Santé qui doit être dans le... Je ne sais pas si c'est exactement dans le 13e, mais c'est aux alentours du 13e arrondissement, quelque part par là. Parce qu'en fait, je ne connais pas tout à fait les délimitations d'arrondissement dans Paris. Mais je me rappelle une fois devant aller à un rendez-vous, et comme j'étais en avance pour ce rendez-vous, je me suis un petit peu baladé alentour du lieu où j'avais rendez-vous, et j'ai découvert la prison de la Santé. La prison de la Santé, c'est un bâtiment avec une enceinte comme ça, qui paraît vieillotte. Elle doit être vieillotte, effectivement, c'est-à-dire vieille. Et elle est comme recouverte d'un revêtement noir, couleur charbon, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est la pollution qui l'a rendue comme ça? En tout cas, en tout cas, à l'époque, elle avait cet aspect de noir, couleur charbon sur son enceinte extérieure. Alors, bien sûr, je n'ai fait que la longer, la prison de la santé, et je n'ai pas du tout fait autre chose que ça. Je n'ai peut-être même pas localisé l'entrée. Je ne me souviens pas. Voilà. Puis ensuite, je suis retourné à mon rendez-vous, pour l'heure du rendez-vous. Mais en fait, voilà, si le Père-Lachaise me rappelle un petit peu la Santé, eh bien la Santé me rappelle moins le Père-Lachaise, mais en fait, j'y suis allé au Père-Lachaise, et lui, il est entouré d'une enceinte qui peut être également une sorte de crépi, je ne sais plus exactement, mais lui, il est plutôt couleur gris, plus clair en tout cas. Alors peut-être que je me trompe sur le crépi, mais il y a cette couleur, je pense, dans mon souvenir, il y a une couleur de gris plus clair, voilà, au Père-Lachaise. Alors, au Père-Lachaise, on entre par l'une des entrées. Il y a comme un promontoire du Père-Lachaise. Il est un petit peu en hauteur, je pense. Il y a une déclivité. On doit monter, je crois, pour aller au Père-Lachaise. Et alors, on rentre. Alors, moi, je voulais voir... Qu'est-ce que j'allais voir au Père-Lachaise? J'allais sans doute pour une balade qui, d'une certaine façon, n'était pas tellement de loisir, mais surtout plutôt de mémoire ou de souvenir, quelque chose comme ça, alors que pourtant, je ne savais pas vraiment qui ou quelle personne j'allais pouvoir voir là enterrée, enfin pas voir la personne, mais voir la tombe de cette personne, de ces personnes enterrées, de qui j'allais pouvoir voir les tombes. Et en fait, j'ai fait un parcours aléatoire sans savoir vraiment où j'allais et qui j'allais voir enterré. Alors on voit des tombes de tas de personnes dont on ignore
la vie, le passé, le destin qu'ils ont eu, enfin destin si on veut dire, c'est-à-dire l'histoire personnelle qu'ils ont eue. Et puis on cherche tous un petit peu la même chose, c'est-à-dire je me disais, est-ce que je vais pouvoir voir la tombe de Jim Morrison, le lead singer, le chanteur notamment des Doors en fait. Et poète également, poète, comme on dit. Ouais. Et en fait, j'ai cru voir sur un angle ou sur un poteau ou sur un pilier une indication gravée peut-être ou écrite, je ne sais plus, qui disait vers la tombe de Jim Morrison, ou bien Jim Morrison avec une flèche. Et donc je suis allé dans cette direction, mais jusqu'où aller, voilà. Comment faire pour la trouver après, ça n'a pas aidé pour la trouver. Je n'ai pas trouvé la tombe de Jim Morrison le jour où je suis allé, ce jour-là, la seule fois où je suis allé au Père-Lachaise, au cimetière du Père-Lachaise. Par contre, alors j'ai fini par trouver une petite allée plus étroite où il y avait la tombe de Frédéric Chopin. Frédéric Chopin, le compositeur de musique, Frédéric Chopin, notamment pour le piano. Moi qui suis pianiste et qui ai fait des études de piano classique, je n'ai pas pu faire autre chose que étudier et de travailler et interpréter quelques-unes de ses partitions, plusieurs forcément, pendant mon apprentissage du piano. Et alors Frédéric Chopin a une tombe qui est haute, qui est de fait de pierre blanche, si je me souviens bien, et elle est recouverte, pas recouverte, mais il y a de nombreuses fleurs, potées de fleurs, gerbes qui sont là pour s'en souvenir, sans doute de plein de personnes qui admirent ce compositeur. Mm-hmm. Et puis alors, voilà, c'est comme ça que j'ai pu la voir, en fait, et ça vous rappelle ce que je disais avant. J'ai pu voir que dans cette même allée, mais un petit peu avant, c'est-à-dire moi qui venais de Nation, du quartier Nation où j'habitais, mais en fait c'était comme si mon sens de l'orientation est bon, je devais reculer un petit peu vers Nation, un petit peu vers le sens de Nation, c'est-à-dire vers chez moi, hein, là où j'habitais à l'époque. Eh bien, il y avait à quelques encablures, mais même pas des encablures, à quelques tombes de là, il y avait une tombe très différente, celle de Pierre Desproges. Pierre Desproges a une tombe, si elle n'a pas changé, c'est une tombe faite d'un cadre en ciment, il doit y avoir une grille, et je ne crois pas qu'il y ait de croix, mais peut-être que je me trompe, mais je crois qu'il n'y avait pas de croix, ou bien alors, je me trompe gravement, parce que peut-être que même en étant très libre dans son expression et tout ça, il avait quand même voulu une croix sur sa tombe, mais je ne sais plus. Alors peut-être que vous savez mieux que moi, ou que certains iront voir et trouveront la solution. Je ne sais plus, je ne sais plus. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas de croix, mais je n'en suis pas sûr dans mon souvenir. C'est pas assez précis. Et donc, en fait, par contre, ce qu'il y avait à l'époque sur sa tombe, qui était donc un cadre de béton ou de ciment rectangulaire avec une grille, et au-dessus qui suivait le pourtour de ce cadre, et il y avait sur une petite étendue de terre, tout simplement, voilà, comme pour faire un petit jardin, eh bien, il y avait je crois, une plante qui poussait là, ouais, qui était plantée sur la gauche sur la gauche de cette tombe, voilà, et qui montait, voilà. Et par contre, je ne sais, il est probable que maintenant, à mon âge, là, avec mon expérience, j'aurais voulu savoir de quelle plante il s'agissait. À l'époque, je n'ai pas vraiment je n'ai pas vraiment pensé que c'était très 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 important peut-être de savoir quelle plante il poussait là sur la tombe de Pierre Desproges. J'avais l'impression que je me suis dit c'est peut-être une rose, peut-être pas, parce que je ne sais pas quel était
Je ne sais pas exactement, lui, il s'exprimait dans les médias, mais sait-on jamais quelle est l'opinion personnelle des gens qu'ils veulent peut-être éventuellement transmettre après la mort, par des moyens qui peuvent être celles de leur sépulture, de leur tombe, ou de leur façon d'être autrement qu'inhumés, par exemple, donc réduits en cendres dans une urne, par exemple. Mais en fait, je dirais que je ne sais pas quelle était la plante qui poussait là. Je me souviens plus. C'était une plante au feuillage plutôt sombre, plutôt sombre. Alors voilà. On pense à des roses dans ces cas-là, mais est-ce que c'était une rose? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Voilà. Alors voilà, si vous êtes parisien et que vous savez, vous savez. Si vous êtes londonien, que vous savez. Si vous êtes pékinois, que vous savez. Si vous êtes australien, si vous êtes uruguayen, si vous êtes argentin, si vous êtes américain et que vous savez, moi je suis français et je ne sais plus, pourtant j'y suis passé. Voilà. En tout cas, ce qui apparaissait, ce qui était assez criant, c'était que la sépulture de Pierre Desproges était vraiment assez simple en fait, assez simple. Elle était radicalement différente, elle contrastait vraiment avec les sépultures, enfin les tombes des autres personnages ou pas, des autres personnes enterrées là, qui voulaient peut-être paraître un peu plus par leur caveau funéraire ou leur tombe un petit peu monumentale. Voilà. La sienne n'était pas un caveau monumental, la sienne n'était pas une tombe monumentale, elle était une simple tombe comme on en voit ici dans éventuellement, hein, comme on en voit un peu partout dans tous les cimetières qui ne sont pas pour autant des Père-Lachaise. Voilà. Alors par contre, Pierre Desproges, je redécouvre un petit peu là, effectivement maintenant, là, grâce aux archives qui sont à notre disposition sur les réseaux. Et c'est toujours très 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 enseignant, ouais. Très 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 enseignant, très 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 intéressant. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus en fait, voilà. Pierre Desproges nous parlait sur les ondes, paraissait à la télé, nous parlait sur les ondes de la radio, faisait de la création radiophonique, télévisuelle. Nous le regardions, nous l'écoutions, et savait-il que son travail nous intéressait, quel qu'était l'âge où nous l'avons découvert, ou quel qu'était l'âge où nous l'apprécions, voilà. Et maintenant que nous sommes vivants alors que lui est mort, aura-t-il su, savait-il que... Il ne sait pas, voilà, il ne sait pas, qu'encore aujourd'hui nous aimons son travail. Moi, j'avais tellement apprécié les chroniques de la haine ordinaire sur France Inter, dans les années 1980, je crois que c'était 86, là je viens d'en écouter une, on va dire plutôt vers la deuxième partie des années 80. Je ne sais pas si ça a duré plus d'une saison, peut-être que ça n'a fait qu'une saison, je ne sais plus, une ou deux, je ne sais plus. Eh bien en fait, moi j'aimais bien ce rendez-vous et j'avais fini par déchiffrer plus ou moins, hein, à quelques notes près, le jeu de piano de Paolo Conte, qui faisait, vous savez, waouh, 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 waouh. Je ne vais pas plus loin parce qu'il y a des droits sur ça, alors pas plus de 30 secondes. J'espère que ça ne sera pas censuré à cause de ce waouh, 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 waouh de Paolo Conte. Allez, eh bien écoutez, c'est super. Sinon, il fait beau aujourd'hui. Nous sommes en avril, pardon, en mars, pas tout de suite en avril, encore en mars 2022. Et il y a les élections dans 2 semaines en France, le premier tour de l'élection présidentielle. Et 2 semaines plus tard, le deuxième tour de l'élection présidentielle. Voilà. Alors moi, je vais peut-être faire une pause dans mes publications parce que c'est un moment où les Français sont plus... Enfin, les Français. Les gens qui parlent français sont plus, disons, captivés par les élections plutôt que par autre chose et qui sont peut-être moins disponibles pour nos œuvres, un petit peu à nous. Donc j'en ferai sans doute moins. Allez, au revoir.